13 semaines, la reine de toutes les reines célébrera son jubilé de platine, 70 années de règne, un cap qu'elle a déjà franchi, mais qui sera fêté en juin prochain. Et d'ici là, chaque samedi, nous reviendrons sur l'une des facettes d'Élisabeth II. Et ce soir, c'est Kevin Guillot qui ouvre le bal de ses chroniques. Il est l'administrateur et rédacteur du site monarchiebritannique.com. Bonsoir à vous, Kevin. Bonsoir. Alors, Élisabeth II, francophile, c'est le thème de ce soir, amoureuse de la France. Elle aurait aimé être reine de France, vous pensez ? Alors, elle n'a jamais voulu devenir reine tout court, parce que c'est une femme qui n'était pas censée devenir reine à la base. Elle est devenue reine parce que son oncle a abdiqué et que son père lui a succédé. Mais on sait, selon les bruits de couloir qui résonnent dans Buckingham, qu'elle aurait dit qu'elle aurait aimé être une dame vivant à la campagne avec beaucoup de chevaux et de chiens autour d'elle. Donc c'est une femme qui n'aurait pas voulu devenir reine tout court et encore moins reine de France. Ouais. Voilà. Alors, comment expliquer qu'elle parle si bien français ? Alors, pendant son enfance, elle a été éduquée par une préceptrice belge, la vicomtesse de Bellaigue, qui parlait français et qui lui a du coup enseigné la langue française, la langue de Molière. Sa mère, donc Queen Mum, était francophile, elle parlait parfaitement français, elle voyageait beaucoup en France. À partir de la mort de son mari, elle venait en France tous les ans pour faire des visites touristiques en Normandie, dans les châteaux de la Loire, en Bourgogne, voilà. Donc elle aimait beaucoup la France et on sait que entre Queen Mum et ses deux filles, elles aimaient parler français entre elles au palais, donc que ce soit à Buckingham ou à Windsor, pour se murmurer des secrets, parce que les domestiques ne parlaient pas français. Donc en plus de cela, elle est reine du Canada, il ne faut pas l'oublier, et le français est l'une des langues officielles. Donc en tant que future souveraine, elle se devait d'apprendre la langue française, et aujourd'hui elle parle un français parfait, pratiquement sans accent, et c'est un bonheur de l'écouter parler français. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Kevin Guillot. On se retrouve la semaine prochaine pour reparler de cette passion d'Élisabeth II avec la France. Et on sait qu'elle a fait pas mal de voyages officiels, notamment, et en principe aussi pour aller voir son oncle maudit. On en parlera la semaine prochaine. Merci, Kevin. À samedi. La deuxième chronique consacrée à Élisabeth II à 12 semaines maintenant de son jubilé de platine. Kevin Guillot est à nouveau avec nous, administrateur, rédacteur en chef du site monarchiebritannique.com. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on continue à parler d'Élisabeth II. La semaine dernière, vous nous disiez à quel point elle parlait bien français et qu'elle était finalement amoureuse de la France. Elle a effectué aussi pas mal de voyages officiels dans l'Hexagone, hein. Oui. Alors, en tout, en tant que souveraine, elle a fait 5 visites d'État en France. La première, en 1957, elle vient mettre un terme au désastre de la crise du canal de Suez qui était passé aux mains de l'Égypte et qui a été vraiment un fardeau pour la France et l'Angleterre. Ensuite, en 1972, elle vient pour convaincre les Français que le Royaume-Uni doit rentrer dans l'Union européenne, même si aujourd'hui ils ne font plus partie de l'Union européenne. À cette époque-là, C'était le but. En 1992, ensuite, elle est venue pour confirmer l'entente cordiale après la chute de l'URSS. Et en 2014, sa dernière visite, c'était pour les 70 ans du débarquement de Normandie. Elle était la dernière souveraine vivante à avoir servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc elle était vraiment mise à l'honneur à ce moment-là. Elle a aussi fait une visite officielle en France en 1994, mais c'était pour inaugurer le tunnel sous la Manche. Donc ce jour-là, l'Angleterre n'était plus une île. Ouais, je vais vous faire un petit aveu. Elle est venue il y a une dizaine d'années à Vimy en France pour une commémoration liée à la Première Guerre mondiale et je devais couvrir l'événement et je suis arrivé en retard sur les lieux. Je l'ai vu passer en voiture juste devant moi, mais j'étais beaucoup trop tard pour être dans la délégation officielle et je m'en suis beaucoup voulu. C'est l'une de mes grandes erreurs de carrière et je m'en rappelle encore. Et elle était de passage en France, donc j'avais fait le déplacement, mais j'étais arrivé une demi-heure trop tard. Voilà pour la petite histoire. Bon, la reine Élisabeth II qui a aussi effectué des voyages privés en France. Je crois qu'elle achetait des chevaux, non ? C'est une femme qui aime beaucoup les chevaux, tout le monde le sait. Et la principale raison pour la reine de s'accorder des vacances privées, c'est son amour pour les chevaux. Et en 1967, par exemple, elle s'est accordée une semaine de vacances en Normandie pour visiter des haras, notamment le haras de Motteville qui appartient au baron Guy de Rothschild. Et donc elle en a profité pour acheter des chevaux, pour visiter donc tous ces haras renommés de Normands. Et en 1979, elle a accordé une deuxième semaine de vacances en France où elle a fait en fait plutôt des visites touristiques. Elle a visité des châteaux de la Loire, par exemple le château de Chambord et le château de Chenonceau. Et ensuite, elle est partie en Bourgogne pour visiter les hospices de Beaune et la basilique de Vézelay. Oui, bon, alors il y a aussi cette fameuse visite en France à l'oncle maudit, à Paris, le roi Édouard VIII qui avait abdiqué.
Oui, alors pendant sa visite d'État en 1972, elle fait une parenthèse pendant cette visite où elle se rend dans le domaine du duc de Windsor. Elle le sait extrêmement malade et extrêmement affaibli. Il est alité, il souffrait d'un cancer de la gorge et elle savait qu'il n'en avait pas pour longtemps. Elle a voulu lui rendre visite pour lui dire un dernier adieu et certainement s'expliquer sur le passé de la famille royale et des accords avec son oncle. Et Édouard VIII est mort 11 jours plus tard. Elle lui accorde des funérailles à Windsor ensuite, donc pour montrer qu'elle lui a pardonné et qu'il fait vraiment partie de la famille royale malgré tout ce qui s'est passé. Et donc c'est grâce à sa visite en France qu'elle a pu dire un dernier au revoir à son oncle. Merci beaucoup Kevin Guillot de nous avoir parlé d'Élisabeth II. À très bientôt dans Place Royale. Le jubilé de la reine Élisabeth, c'est dans 11 semaines et chaque samedi soir, on vous fait un focus sur un lieu, une anecdote, un moment fort de la vie de la reine des reines. Ce soir, c'est Balmoral qui est à l'honneur. Notre chroniqueur Kevin Guillot du site monarchiebritannique.com est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors Balmoral en Écosse, au cœur des Highlands, un magnifique pavillon de chasse dont raffole la reine qui y passe tous les étés. Kevin Guillot, d'où vient-il ce château ? Alors, le château, tel qu'on le voit aujourd'hui, a été construit et agrandi au milieu du 19e siècle selon les plans dessinés par le prince Albert, l'époux de la reine Victoria, qui était passionné d'architecture. Mais à l'origine, le premier château a été construit au 14e siècle pour le roi d'Écosse. Donc Balmoral a un très long passé royal. Il passe aux mains d'aristocrates écossais pendant un temps avant d'être racheté par la reine Victoria en 1848. Et depuis, il est un domaine privé de la famille royale. Alors qu'est-ce que la reine aime particulièrement dans ce lieu isolé de tout, où il pleut, on a souvent les pieds dans la boue tout de même ? Justement, la reine aime particulièrement la nature sauvage des Highlands et le climat pluvieux de l'Écosse. À Balmoral, elle se sent chez elle. Elle se ressource loin des dorures de Buckingham et de Windsor. Balmoral, c'est synonyme de vacances pour elle, puisqu'elle y passe ses étés où l'on chasse dans ce vaste domaine giboyeux et on pêche dans la rivière Dee qui le traverse. Mais elle n'oublie pas moins son devoir de souveraine pendant qu'elle est en Écosse. C'est vrai qu'on s'y sent bien. J'y suis allé, alors pas dans les bâtiments, mais j'étais quand même dans le village et c'est un merveilleux petit village. C'est aussi, dit-on, Balmoral, l'épreuve ultime pour tout nouveau membre de la famille royale, Kevin Guillot. Passer un séjour là-bas sans accroc et vous êtes accepté par le clan, hein ? Oui, pas seulement pour les nouveaux membres de la famille royale. À Balmoral, le protocole reste très présent et rythme la vie de la famille royale au quotidien. La reine aime inviter aussi son Premier ministre sur son domaine privé pendant qu'elle y séjourne. Donc il doit se confronter au protocole qui règne et aux habitudes de la famille royale, les pique-niques, les longues randonnées dans les Highlands, la chasse, la pêche. C'est une vie très proche de la nature et la famille royale aimerait juger la capacité à s'adapter de la personne qu'elle reçoit en la confrontant à son quotidien. Margaret Thatcher, par exemple, la citadine amoureuse du pouvoir et de la politique, a très mal vécu son séjour à Balmoral. C'est ce qui a permis de faire le fameux épisode de la dernière saison de The Crown. Et évidemment, si à Balmoral on n'a pas le moral, c'est un peu la catastrophe. Kevin, on se souvient aussi de Balmoral comme le lieu où les enfants de Diana se sont réfugiés à la mort de leur mère. Oui, c'est le grand moment tragique de l'histoire de Balmoral. But for Victoria, it was a dream house in which she could play out her fantasy. Apprend la nouvelle à Balmoral. Le premier réflexe de la reine a été de fermer les portes de son domaine pour protéger la vie et le chagrin de ses petits-enfants. La réaction de la reine a été très mal perçue par les Britanniques qui ont vu un manque de compassion de sa part. Il a fallu tout le courage de Tony Blair pour la convaincre de rentrer à Londres et qu'elle retrouve sa popularité. Ouais, une histoire très connue, c'est vrai, mais qui est fort proche de l'histoire de Balmoral. Il fallait qu'on en parle. Merci beaucoup, Kevin Guillot, pour cette évocation. À la semaine prochaine pour d'autres histoires royales, évidemment autour d'Élisabeth II. Merci à vous. Et oui, le temps avance vite, on est à 6 semaines maintenant du jubilé de la reine Élisabeth II, les 70 ans de règne. Et chaque semaine, vous le savez, on revient sur un élément de sa vie, ça peut être anecdotique ou parfois beaucoup plus sérieux. Et ici, on va parler de quelque chose, je crois, dont on n'a jamais parlé dans Place Royale. Ce sont les dames de compagnie. Notre chroniqueur, c'est Kevin Guillot du site monarchie.com. Bonsoir. Bonsoir. Alors, à quand remonte cette tradition des dames de compagnie ? Alors, le titre de dame de compagnie est né au XVe siècle en Angleterre. Le roi Édouard IV a réorganisé la vie de cour en prenant pour modèle l'organisation de celle du duc de Bourgogne, l'un des plus riches seigneurs d'Europe à cette époque. Et pour la première fois, des femmes entourent la reine lors de ses sorties publiques. Bon alors, à quoi est-ce qu'elles servaient au départ, au fond, ces dames ? Alors, elles permettaient à la souveraine de ne pas se sentir seule. En fait, elles avaient pour rôle de divertir, habiller et aider la reine au quotidien.
Elles étaient à la fois des confidentes et les aides de camp de la reine. Alors aujourd'hui, ces dames existent toujours autour de la reine Elisabeth II ? Oui, elles assistent en fait Elisabeth II dans son quotidien. En public, ce sont elles qui récoltent de nombreux cadeaux qu'elle reçoit. En privé, elles l'aident à s'habiller et à gérer son agenda très chargé. Ce sont elles aussi qui ont la charge de répondre aux milliers de courriers qu'Elisabeth II reçoit chaque semaine. Est-ce qu'elles ont l'oreille attentive de la reine ou bien est-ce qu'au contraire ce sont plutôt des âmes silencieuses dans l'ombre d'Elisabeth qui peuvent pas trop l'ouvrir, si j'ose dire ? Oui, c'est ça, elles sont l'ombre de la souveraine et ses plus proches confidentes. Elles sont ce que l'on peut rapprocher le plus d'amis de la reine à l'heure actuelle. L'une d'elles, Lady Susan E.C., est d'ailleurs l'une des marraines du prince William. Elles écoutent beaucoup mais ne s'expriment jamais. Alors, quel est leur profil ? A priori, ce sont plutôt des femmes de la noblesse, de l'aristocratie ? Oui, elles sont au nombre de 8 et sont choisies au sein de l'aristocratie britannique. Ce sont des femmes richissimes, des épouses de banquiers, de grands avocats, etc., qui ont été anoblies. L'autre condition pour devenir dame de compagnie est que leur âge doit correspondre à celui de la reine. Kevin Guillot, la reine change régulièrement de dame de compagnie ou bien il y a une vraie fidélité ? Ah non, Elisabeth II les considère plus comme des proches que des employés. Généralement, une dame de compagnie occupe ce poste à vie. Alors après Elisabeth, il y aura Charles. Est-ce qu'il y aura des hommes de compagnie, par exemple ? Alors non, le titre d'homme de compagnie n'existe pas et n'existera jamais, mais une fois devenue reine, Camilla devrait choisir des dames de compagnie aussi. On sait déjà que le prince Charles a l'intention de réformer l'organisation de la couronne. On est en droit de douter de la pérennité de ce titre, et si le prince Charles ne le supprime pas, je pense que le prince William le fera. Avec Kate Middleton, ils ont toujours voulu montrer qu'ils forment un couple moderne, qui s'occupe personnellement de ses enfants, par exemple. Donc la fin du règne d'Elisabeth II sonnera véritablement la fin d'une ère. Oui, ça sera la fin d'une ère, d'une époque, effectivement. Merci beaucoup, Kevin Guillot, de nous avoir parlé de ces dames de compagnie que l'on ne connaît pas forcément, mais qu'on découvrira, ou pas d'ailleurs, puisqu'un jour elles pourraient effectivement disparaître. Merci beaucoup, le site monarchiebritannique.com. À très bientôt.